Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux entreprises, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles fassent d'ailleurs et d'où qu'elles viennent. Alors aujourd'hui, c'est pas une entreprise que nous avons invitée sur le plateau avec vous, Laurent Giovacchini, puisque vous êtes président du Syntec. C'est combien d'entreprises dans cette branche professionnelle du Syntec ? Bonjour Jean-Marc, effectivement cette branche, elle comprend de très nombreuses entreprises. Elle comprend 80 000 entreprises. 80 000 110 milliards de chiffre d'affaires, 8% du PIB, près d'1 million de salariés. Pour la plupart, Bac plus 5 et au-delà. Alors, c'est une branche professionnelle qui a déjà une histoire ancienne, parce qu'on dit toujours, bon, c'est un peu l'informatique, donc c'est moderne. Non, pas du tout. C'est une branche qui a une longue histoire derrière elle, mais qui aujourd'hui agrège 5 métiers différents. Le numérique, vous l'avez dit, l'ingénierie, le conseil, les sociétés de consulting, mais également, c'est un peu moins connu, les métiers de l'événement, l'événementiel, et puis aussi les métiers de la formation professionnelle avec un syndicat qui s'appelle les acteurs de la compétence. Donc au total, vous voyez que c'est une branche d'1 million de salariés qui a toute sa place, notamment au sein du MEDEF. Avec des grands anciens qui se portent encore très très bien, comme ceux qui ont été fous, qui ont fondé finalement le Syntec au départ, c'est-à-dire tous les consultants, les conseils d'entreprise, les Capgemini, les applicateurs. Les grandes entreprises de la tech, aujourd'hui, sont pour leur très grande majorité adhérentes, membres de la fédération Syntec, au travers notamment du syndicat Numéum qui représente le numérique au sein de notre fédération. Donc vous l'avez dit, Capgemini, Atos, Soprasteria, les grands éditeurs également, comme Dassault Systèmes, sont membres de la fédération Syntec par l'intermédiaire de leur syndicat. Alors, c'est un secteur qui vient de passer, comme tous les secteurs d'activité, la crise du Covid, en espérant qu'elle soit effectivement passée, mais qui a, je ne veux pas dire qu'elle a profité de la crise, mais qu'elle a saisi dans la crise des opportunités de développement et d'avoir un deuxième souffle. Absolument. La situation aujourd'hui, Jean-Marc, elle est, je dois le dire, très bonne pour le secteur. Oui. À l'exception, quand même, une petite partie de notre branche à laquelle on tient beaucoup. L'événementiel, qui redémarre plus lentement, comme vous pouvez l'imaginer. Le reste, ça va bien, ça va même très bien. Nous manquons de bras, nous manquons de cerveau au sein de notre branche. La situation de reprise est très forte pour nos métiers aujourd'hui, sous l'impulsion notamment de tout ce qui est transition numérique. La crise Covid a accéléré cette transition numérique, évidemment, pour nos clients. Alors, c'est un peu ça que vous avez voulu communiquer dans un petit ouvrage. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé ça pendant le confinement, sur les nouveaux chemins de la croissance. L'après-Covid, pour vous, sera quand même très différent de l'avant-Covid, mais pas tant que ça. L'idée, c'est, au travers de ce petit ouvrage, de voir comment ce que j'appelle l'industrie de la connaissance, les métiers que nous représentons, mais aussi d'autres métiers dont nous sommes très proches, la banque, l'assurance, la communication, les télécommunications, etc. Comment nos métiers de l'industrie de la connaissance vont contribuer à reconstruire un monde économique, social, qui va être sans doute un peu différent, peut-être pas totalement différent, mais que l'on souhaite, nous, un peu différent du monde d'avant. Comment allons-nous y contribuer ? D'abord, notre but, premier objectif, c'est de contribuer à faire en sorte que les Français se réconcilient avec la science et le progrès. On adore nos ingénieurs. On adore nos ingénieurs. On adore Polytechnique, on adore Centrale, on adore Gustave Eiffel. Moi, quand j'étais plus jeune, quand je sortais de Polytechnique, puisque vous l'évoquez, j'avais le sentiment que le progrès scientifique et technique, c'était quelque chose, c'était une donnée, et on allait forcément vers un progrès indéfini, et ça allait aller mieux en permanence grâce à la science, grâce à la technique. Mais nous sommes restés de très bons scientifiques. Nous sommes restés de bons scientifiques, mais nos concitoyens n'ont plus une confiance naturelle dans la science, dans la technique. Il faut démontrer que ce que l'on fait va dans le sens d'une amélioration du quotidien de nos concitoyens, dans le sens d'une planète décarbonée, d'un pays et d'un continent plus autonome sur le plan stratégique. Nous avons à faire nos preuves. Rappelez que les faits et les chiffres sont têtus. Les faits et les chiffres sont têtus, mais la science et la technique peuvent aussi être mis au service de mauvais combats. Notre rôle en tant que Fédération Syntec est aussi de sortir d'une sorte d'angle mort médiatique et politique. Vous savez, les politiques, ce qu'ils aiment, c'est la vraie industrie, ou alors les start-up. Les start-up, ça fait partie de notre branche, mais il y a bien plus que des start-up dans notre branche. Les start-up, si elles évoluent bien, elles deviennent de vraies et grandes entreprises. Absolument. Des licornes, il y en a quand même encore. Et puis ensuite, des entreprises plus installées, du SBF 120 ou du CAC 40. Mais avant cela, elles doivent sortir de cette espèce d'anonymat. Et ce que je souhaite, c'est y contribuer. Comment ? En montrant d'abord que nous sommes là aussi pour donner des chiffres, des faits
qui permettent de réconcilier nos concitoyens avec ce progrès scientifique et technique. Ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième, très rapidement, c'est de mettre en évidence les enjeux énormes que nous avons en matière de formation dans notre pays. Je pourrais vous dire, mais vous en êtes conscient, que nous manquons énormément de compétences dans nos secteurs. Mais ce n'est pas propre à la Fédération Syntec. Le pays manque de compétences. Nous avons, à tous les secteurs. Nous avons le taux d'emploi entre 16 et 65 ans parmi les plus faibles d'Europe. Pourquoi ? Parce que, certes, nous avons de très bons ingénieurs. Dans les 10% de Français et de Françaises les mieux formés, nous avons ce qu'il faut. Les 30% qui suivent, équivalent à nos voisins, mais les 60% qui restent sont moins bien formés que dans les autres pays d'Europe notamment. Avec une part des moins de 30 ans qui n'ont ni formation ni éducation. Et qui sont dans les fameux NEET, là, les fameux dramatique. Même si les derniers chiffres montrent qu'on a un tout petit peu progressé dans ce taux d'emploi, on est encore très loin des Allemands, très loin de nos grandes économies concurrentes. Donc, pédagogie du changement, formation. Dans la formation, un problème spécifique sur les femmes, puisque moi je me prive aujourd'hui... Elles ne sont pas scientifiques, les femmes ? Il n'y a aucune donnée qui fasse qu'elles soient de manière innée non scientifique, évidemment, bien au contraire. Mais la situation d'aujourd'hui fait que nous avons 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, 20% dans les filières numériques. Les femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs vont préférentiellement dans la banque ou dans l'assurance, et aujourd'hui, elles vont encore moins dans les filières scientifiques. Vous savez que la réforme de M. Blanquer, qui a consisté à supprimer les filières en première et en terminale, S, L, etc. Autrefois, vous aviez beaucoup de femmes dans ces filières scientifiques, première S, terminale S, parce que les jeunes femmes sont meilleures que les jeunes hommes, les jeunes garçons, à 15-16 ans. On a supprimé ça. Vous savez quel est le pourcentage de garçons dans les options maths ou options numériques ? 95% aujourd'hui. Donc les femmes, il va falloir aller les chercher en troisième et en quatrième pour qu'elles viennent dans nos métiers. Et ça, on se prive aujourd'hui de près de la moitié de la population, alors que rien n'indique qu'elles soient moins bonnes, évidemment, bien au contraire que les garçons. Je comprends parfaitement votre inquiétude, votre souci, votre objectif. Mais quand on regarde ce qui s'est passé pendant le Covid, on s'aperçoit quand même que la résilience à la fois des entreprises et des populations a été très forte, et qu'on a pu s'adapter à ce Covid, où on a pu l'assumer que grâce à la science, le télétravail, y compris grâce à nos technologies. C'est vos technologies. Absolument. Le e-commerce, qui a quand même permis d'assurer la subsistance c'est votre technologie. Puisque vous parlez de nos technologies, un autre enjeu important auquel nous voulons contribuer, c'est celui de la revitalisation de nos territoires, de nos villes moyennes, de la réduction des fractures territoriales qui sont à l'origine, on le sait, de mouvements comme celui des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce qu'on a un peu mauvaise conscience, nous, nos métiers de la tech. On a plutôt contribué à favoriser les grandes métropoles pendant très longtemps. Parce que l'on a dit, ce qui est bien, c'est les grands hubs. Vous mettez ensemble les acteurs économiques, les pôles de compétitivité, les universités, les sociétés de conseil, et on va créer, et c'était très bien, les métropoles, une douzaine de grandes métropoles françaises ont tiré leur épingle du jeu et ont profité du peu de croissance que notre pays a connu dans les 10 ou 15 dernières années. Aujourd'hui, nos concitoyens veulent aller travailler dans les villes moyennes à la faveur du Covid. Il y a le choix entre deux options. Soit ces villes moyennes vont devenir des nouvelles cités dortoirs dans lesquelles ces cadres vont télétravailler, mais on ne créera pas d'activité, soit on va réussir à recréer de l'activité dans ces villes moyennes. Relocaliser de l'activité. Et vous savez, ce que je propose dans ce livre, c'est de faire plusieurs choses en même temps dans les mêmes villes moyennes. C'est-à-dire choisir, peut-être pas toutes, mais celles qui ont un exécutif de qualité, ça joue beaucoup l'exécutif local, et puis surtout, conjuguer plusieurs mouvements. Réindustrialiser ou relocaliser, comme je le dis dans ce livre, de Shenzhen à Romorantin, et non pas de Shenzhen à Toulouse ou à Lyon, de Shenzhen à Romorantin de l'industrie, délocaliser des services publics de Paris à Romorantin. J'ai rien ni contre Romorantin, mais c'est un exemple. Hein. Et nous, avec nos métiers du conseil, du numérique, etc., on arrive dans la petite ville et on crée dans cette petite ville moyenne un écosystème pas aussi important que celui de Toulouse, de Rennes ou de Lyon, mais un écosystème qui va permettre de retrouver de la vraie activité. Pas la ville dortoir, mais une vraie activité localement, avec des cadres qui vont venir et qui vont tirer le reste de l'emploi. Votre énergie, je le vois bien, c'est la croissance. C'est la croissance. Il y a un adversaire à la croissance, c'est la décroissance. Alors, la vérité n'est pas incroyable. Décroissance ou contre croissance.
d'autrefois. Mon livre s'appelle « Les nouveaux chemins de la croissance ». Pourquoi je l'appelle comme ça ? Donc il faut une croissance compatible avec les contraintes. Une croissance qui soit compatible avec une vraie décarbonation efficace, mais une décarbonation et là, il y a un champ de recherche socialement acceptable. Donc beaucoup de technologies nouvelles, beaucoup de changements de comportement aussi. On ne fera pas l'économie de changement de comportement. Je ne dis pas du tout que la technologie va tout résoudre, mais la technologie, il faut qu'elle nous aide à être efficace et à se faire en sorte que cette croissance nouvelle et ce processus de décarbonation soit socialement acceptable. Parce que la décroissance prise comme telle, on l'a vu dans les années 30, on l'a vu à la fin du Moyen-Âge, ça se traduit comment ? Par d'énormes crises sociales, d'énormes difficultés. Donc il y a un chemin de crête que nous, les industries de la connaissance, on veut essayer, avec le politique, avec les autres acteurs économiques, de suivre, qui est ce chemin d'une décarbonation, d'une transition écologique qui soit efficace, socialement acceptable et économiquement soutenable, parce que ça va coûter très cher. Vous avez une responsabilité forte dans le débat et dans l'enrichissement de ce débat, parce que c'est un débat important. C'est un débat qu'on veut mener également avec les acteurs de l'État, oui, bien sûr, au niveau national et au niveau européen. Moi, je crois beaucoup... Mais les entreprises le mènent à leur niveau. On veut le mener au niveau de nos entreprises, de la branche Syntec, vous voyez, Syntec, et également du MEDEF. Syntec, combien de divisions, comme disait l'autre, vous avez 1 million de salariés, quoi, derrière. C'est pas rien. 80 000 entreprises, en gros. 80 000 entreprises, 8% du PIB, toute industrie de la connaissance, une quinzaine de pourcents du PIB. Bon, le bouquin, c'est peut-on réconcilier les Français avec le progrès ? Vous mettez un point d'interrogation, je trouve que vous avez tort. On peut réconcilier les Français Absolument. avec le progrès. Instaurer un nouveau dialogue public-privé, oui. Retrouver la maîtrise de notre destin économique, créer des emplois et réduire la fracture territoriale. Je dis ça pour qu'on puisse bien voir votre lien. C'est chez Duno. C'est chez Duno, absolument. C'est l'éditeur des universitaires en général. Absolument. Et de Polytechnique. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc.